Pour ça, en quelques secondes. Bonjour et merci de m'avoir donné la parole. Oui, je suis Banouli et je suis né le 23 novembre, comme il y a quelques jours. Le 22 novembre, mon père est assassiné. Pendant 50 ans, le massacre d'Indonésie en France, je crois que personne ne connaît. Très rarement, je rencontre des gens qui connaissent. Déjà parce que l'Indonésie n'est pas colonisée par le français, évidemment, mais de toute façon, on ne parle pas de ce massacre. Même en France Culture, il y avait une émission concernant les dictateurs, on ne parle pas. On parle de dictateurs comme Pinochet, mais on ne parle pas de Suharto. Et c'est la première fois en Caraïbes, le 10 jusqu'au 13 novembre, on a fait tribunal international du peuple. Vous voulez voir, parce que sur ce tribunal, vous pouvez voir là-bas, il y a des frères concernant ce tribunal. C'est la première fois qu'on parle pour que les gens connaissent ce massacre de façon internationale. Parce que il y a seulement quelques articles de Luma qui parlent de ça avant. Et bon, il y a passé par là un petit peu. Et si vous voulez aussi, on va faire un colloque sur ce massacre. Il n'y a pas beaucoup d'universitaires français qui connaissent, qui parlent de ce massacre. Le 19 janvier, sinon vous pouvez regarder sur le site de Réseau Indonésie. Le 19 janvier, on fait avec en collaboration avec la Fondation Gabriel Péry, avec la CAS. Le CAS, c'est CNRS, le Réseau Indonésie, et aussi Cahiers d'Histoire. On va faire ce colloque et il y a quelques rares universitaires qu'on a invités pour parler de ça. On essaie pour le moyen de briser ce silence. Surtout parce qu'en Indonésie, il n'y a plus de moyens et on ne peut plus. En 2012, la Commission nationale des droits de l'homme a fait un rapport, mais le rapport était... pourtant, cette commission, c'est gouvernemental, le rapport a été refusé. Donc c'est pour ça ce rapport a été rejeté, c'est-à-dire en disant qu'il n'y a pas beaucoup de preuves. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pour ça, cette année, on a fait le tribunal international du peuple. Je ne sais pas si tu vas dire. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous pour ce débat conclusif qui va porter donc sur la place des nations dans la mondialisation. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir donc trois intervenants que vous connaissez pour la plupart. Donc comme le temps tourne, que l'heure tourne, je vais passer très vite sur leur présentation pour leur donner la parole pour 15 à 20 minutes en fonction des interventions, plutôt 15 pour certains, plutôt 20 pour d'autres, et afin de vous donner ensuite le micro et la possibilité de leur poser les questions que vous voulez et d'interagir avec eux. Nous allons commencer donc par Stanis Kouvellakis qui est situé à ma gauche et qui va nous parler bien évidemment de la Grèce. Puis ensuite, Jeannette Abel qui est à ma droite nous parlera de Cuba. Et enfin, je passerai le micro à Roger Martelly qui nous fera un peu plus général, je pense, une mise en perspective de cette place des nations dans la mondialisation. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité et de me donner l'occasion d'être parmi vous aujourd'hui. Voilà, je vais vous livrer quelques réflexions sur le sujet, c'est-à-dire des nations dans la mondialisation, en commençant par dire ceci,
ces réalités-là, les nations et la mondialisation, n'apparaissent pas de la même façon selon le point de vue dans lequel on se situe. Quand je dis le point de vue, c'est évidemment, ça peut être décliné de plusieurs façons, mais en l'occurrence, je voulais insister sur le point de vue, si vous voulez, spatial, géographique. La question de la nation et de la mondialisation ne se pose pas de la même façon si on regarde, et c'est même signifiant d'ailleurs, et c'est même réalité, par exemple, de la France ou de la Grèce. Moi, je vais essayer de vous parler de ces réalités à partir du point de vue de la Grèce, en considérant que la Grèce est un avant-poste pour appréhender ces réalités pour deux raisons, qui d'une certaine façon n'en font qu'une, mais qu'il faut bien distinguer. La Grèce est un avant-poste, autant dire une frontière d'un espace, un espace européen, et c'est un avant-poste à un double titre, sur ce qu'on peut appeler la frontière extérieure, tout d'abord, de l'Europe, ou plus précisément de l'Union européenne. Il faut distinguer les deux, je ne le ferai pas toujours terminologiquement, mais je pense le faire d'un point de vue analytique. La Grèce est, à plusieurs titres, une frontière entre l'espace européen et l'espace hors européen, ce qui veut dire que ce qu'on vit maintenant avec la dite crise des réfugiés, qui à mon avis est un terme faux, nous empêche de penser la réalité de ce qui est en train de se passer, apparaît d'une façon particulièrement violente et donc d'une certaine façon particulièrement vraie si on se place du point de vue grec. Mais la Grèce est aussi une frontière dans le front interne, le front, si vous voulez, des luttes de classe en Europe, car vous le savez, la Grèce a servi depuis maintenant 5 ans de laboratoire à une forme particulièrement violente de politique d'austérité, à tout un cycle de résistance sociale et politique contre ces politiques d'austérité qui s'est soldé par une défaite tout à fait tragique, considérable cet été, dont les retombées pèsent très lourd sur la configuration des rapports de force, non seulement en Grèce, mais dans l'Europe tout entière, y compris ici, et bien entendu à un niveau international. Ce que je vais essayer de suggérer par là, c'est que, à partir du point de vue de la Grèce, je vais essayer d'avancer quelques réflexions sur l'espace européen en tant qu'espace traversé par des formes de polarisation et par des formes de hiérarchie, donc par des rapports de domination, qui mettent en jeu bien sûr des antagonismes, donc des luttes. Je vais conclure peut-être par quelques propos plus directement politiques, mais je voudrais essayer de voir d'abord comment se déploient justement ces rapports de polarisation et de hiérarchisation dans le double front dont je viens de parler. Alors, tout d'abord, que nous révèle la crise des réfugiés ? Eh bien, la crise des réfugiés révèle d'une façon éclatante une réalité qui, bien entendu, lui préexiste, et cette réalité n'est pas autre chose que celle, pour aller vite, de l'Europe forteresse. L'Europe forteresse devant laquelle viennent s'échouer par milliers des gens qui perdent la vie en essayant d'y accéder et n'y arrivant pas, ou bien qui arrivent malgré tout, peut-être un peu moins difficilement, maintenant à y rentrer du fait de l'énorme pression résultant d'une crise régionale plus vaste pour laquelle les puissances européennes portent une responsabilité écrasante. L'Europe n'est pas extérieure, bien entendu, à la crise du Grand Moyen-Orient. Les divers États européens ont été, à des titres divers, partie prenante des processus de désintégration des États, de l'État irakien, de l'État syrien, de l'État libyen et d'autres encore, et d'autres États, dont les conséquences, bien sûr, sont cet exode de population dont une toute petite partie seulement, essaie de venir jusque dans la zone européenne. Et finalement, c'est peut-être ça, si vous voulez, le premier paradoxe. On parle d'une crise des réfugiés très grande en ce qui concerne l'Europe. Regardons un peu les chiffres. 700 000 personnes seraient rentrées dans l'Union européenne pour les 4/5e à partir de la Grèce depuis le début de cette année. Le chiffre peut paraître important, mais en réalité, il ne représente qu'une toute petite fraction des 50 millions de réfugiés que la crise du Grand Moyen-Orient a produit pendant ces dernières années. À titre de comparaison, le
Liban, un pays de moins de 5 millions d'habitants, je pense, en accueille plus de 1 million. Près de 2 millions se trouvent en Turquie. Et quand on parle de flux, il faut quand même si la comparaison peut vous paraître naïve, comparer ces 700 000 réfugiés avec, par exemple, les flux touristiques. Bon. La Grèce s'est félicitée d'une année touristique exceptionnelle avec 25 millions de visiteurs. Donc 25 millions de visiteurs ont fait des allées-venues de façon tout à fait normale, sans que cela propose, non seulement sans que cela ne provoque de crise particulière, mais au contraire, c'est considéré comme tout à fait bénéfique, bien entendu, pour l'économie et aussi pour les gens qui ont l'occasion de visiter le pays, de passer leurs vacances, etc. Alors, bien entendu, un réfugié ne vient pas faire du tourisme, il vient pour échapper à la persécution et construire une vie meilleure, mais on peut quand même se poser des questions sur pourquoi est-ce que 700 000 personnes, essayant d'entrer dans un espace de 500 millions, 508 millions c'est le nombre d'habitants de l'Union européenne, peuvent provoquer une telle crise. Et la réponse, à mon avis, est très simple, et je vais la dire d'une façon très provocatrice. Il n'y a pas de crise de réfugiés. Ce qu'il y a, c'est la crise du régime des frontières européens qui se construit autour de cette idée d'Europe forteresse et qui produit, si vous voulez, et qui même met en scène, littéralement, cette crise des réfugiés. Alors, cette idée d'Europe forteresse, on comprend, et la métaphore le dit elle-même, c'est l'idée, bien sûr, qu'on construit une digue qui sépare nettement un intérieur et un extérieur, et qu'on essaye de contrôler, bien sûr. Alors, cette digue est déjà une affaire extrêmement complexe, et je voudrais insister que si c'est une forteresse, c'est un peu, si vous voulez, comme ces plans très sophistiqués de forteresse qui comportent plusieurs lignes, en réalité, de défense, et donc qui démultiplient en réalité les lignes d'inclusion et d'exclusion, l'intérieur et l'extérieur, et qui les prolongent parfois de façon assez spectaculaire. Il n'y a pas simplement, si vous voulez, un intérieur et un extérieur à cela. Et essayons de visualiser un peu ce que ça veut dire. Quand on parle de l'espace européen, bon, il faut déjà distinguer entre les pays qui font partie de l'Union européenne et les pays d'Europe qui ne font pas partie de l'Union européenne. Pour ce qui nous concerne plus particulièrement ici, c'est-à-dire la question de la frontière, donc de la liberté, des conditions d'entrée et de sortie de cet espace, on peut distinguer au moins 4, si vous voulez, sous-espaces internes à cet espace européen. Ce qu'on appelle l'espace Schengen. Je n'ai pas le temps de détailler ce que ça veut dire, mais l'espace Schengen recoupe 23 des 28 pays de l'Union européenne. Il y a des pays de l'Union européenne, au nombre de 5, pas des moindres, la Grande-Bretagne en fait partie, qui font partie de l'Union européenne, mais qui ne font pas partie de l'espace Schengen. Il y a des pays européens qui ne font partie ni de l'Union européenne, ni de l'espace Schengen. Comme par exemple la plupart des pays des Balkans, en réalité, mais aussi la Russie, l'Ukraine, qui font partie, et d'ailleurs aussi la Turquie, qui font aussi partie de l'espace européen. Puis, il y a les pays de l'Union européenne qui, j'en ai mentionné 2, 3, 4, voilà. Ce qui veut dire que si on prend, par exemple, un réfugié qui vient par la Grèce, qui fait un détour par la Bulgarie, car il y a un engorgement, si vous voulez, dans la frontière du passage vers la Macédoine, qui revient par la suite par la Macédoine, qui traverse la Serbie, qui continue jusqu'en Hongrie pour aller vers l'Allemagne, c'est ce qu'on appelle notamment la route des Balkans. Ce réfugié aura traversé 7 États et pas moins de 5 régimes de frontières différents, dont 2 régimes nationaux et 3 qui relèvent des variétés que je viens de décrire ci-dessous, car la Bulgarie fait partie de l'Union européenne et pas de l'espace Schengen, la Macédoine et la Serbie ne font pas partie de l'Union européenne mais sont des pays européens, l'Autriche, la Hongrie et la Grèce font partie de l'espace Schengen, mais là aussi les choses se compliquent, car en réalité, si on examine même le sous-espace Schengen à proprement parler, cet espace est lui-même divisé et hiérarchisé. Une deuxième ligne qui intervient ici directement, qui est la question du droit d'asile. Ce droit d'asile est régi, comme vous le savez, par la convention dite de Dublin. Cette convention signifie qu'un réfugié qui essaye d'accéder à l'Europe doit déposer son dossier et rester dans le pays où il a été enregistré, c'est-à-dire dans le pays d'entrée de l'Union européenne. Alors, le résultat de tout cela est très simple, c'est que cela signifie que les pays
du sud européen, à savoir la Grèce, l'Italie et l'Espagne, deviennent une véritable zone à la fois de transit, mais aussi une véritable trappe potentielle pour les migrants. Et d'ailleurs, quand les accords de Dublin sont intégralement respectés, les réfugiés qui sont pris dans un pays hors du pays d'arrivée sont renvoyés au pays dit d'accueil et ils deviennent ce qu'on appelle les Dublinois, pas les héros de James Joyce, mais les victimes de ce dispositif répressif. En réalité, si le sud de l'Europe devient, le sud de l'Union européenne devient une trappe à migrants, il faut bien voir que la véritable frontière de l'Union européenne ne se situe même pas là. Car l'Union européenne et ses agences ont passé des accords avec la plupart des pays limitrophes, et plus particulièrement les pays du Maghreb, mais aussi maintenant certains pays de l'Afrique subsaharienne, comme la Mauritanie et le Mali par exemple, mais aussi la Turquie, pour que ces pays, moyennant quelques avantages financiers notamment qui leur sont concédés, servent à la fois de filtre, c'est-à-dire de pays qui dissuadent les départs et donc les entrées vers l'Union européenne, mais sont aussi considérés comme des pays sûrs, c'est-à-dire des pays vers lesquels on peut renvoyer justement les migrants qu'on essaye de repousser par tous les moyens de l'Union européenne. Donc si vous voulez, quand on parle à l'heure actuelle des frontières de l'Europe, il faut avoir en tête quelque chose qui, d'un strict point de vue, va du Mali et de la Mauritanie vers l'Arctique, si on considère que la Norvège, de l'Espace-Schengen, pas de l'Union européenne par exemple, la Suède, etc. Donc on parle de toute cette zone et tous ces espaces sont séparés par un jeu incessant de frontières internes. Ce qui veut dire que le phénomène est double. On n'a pas simplement, comme le voudrait le discours européen, une Europe forteresse qui construit une digue qui la protège d'un extérieur. On a une véritable démultiplication des frontières internes de l'Europe, car tous les sous-espaces dont je viens de parler sont séparés par des frontières et par des frontières létales. Toutes. Alors, la plus létale est évidemment la frontière externe de l'Union européenne. Et là, je voudrais citer quelques chiffres. Les estimations sont de 3500 personnes qui sont décédées depuis le début de l'année, selon les ONG, en essayant d'atteindre la forteresse Europe, en grande partie en Méditerranée, pour la plus grande partie. Mais quels sont les chiffres pour les périodes qui précèdent? Selon les estimations considérées comme les plus fiables, faites par les ONG comme United ou Fortress Europe, sur les 20 ans, il y a deux estimations que j'ai trouvées. Entre 1993 et 2012, les estimations du nombre de décès sont de 17 300. Et selon la deuxième estimation, entre 88 et 2014, 19 800, dont 14 700 en Méditerranée. Et si vous regardez la courbe, vous verrez qu'elle décolle à partir de 2001 et puis surtout à partir de 2003, avec évidemment les guerres d'Afghanistan et de l'Irak. Donc on atteint une sorte de régime normal depuis des années de plus d'1 millier de personnes qui, tous les ans, meurent tout simplement en essayant d'atteindre l'Europe ou en essayant de traverser l'Europe. Les frontières internes sont celles dont je viens de parler. Alors, comme je fais souvent les allers-retours Londres-Paris par l'Eurostar, je peux vous dire que moi, la disparition des frontières internes dans l'Europe, ça me fait doucement rigoler. Parce que quand on traverse avec l'Eurostar toute la zone qui va de Calais à Douvres de l'autre côté, on a affaire à un véritable système de barbelés électrifiés de douves et de murs, de barrières qui se succèdent, qui n'a pas grand-chose à envier en réalité avec, sauf que c'est un tout petit peu plus dissimulé, que l'ancienne séparation entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. J'ai fait, comme d'autres, je suppose ici entre vous, l'autoroute notamment qui traversait, qui permettait d'accéder à Berlin. Ça donnait une vue assez intéressante de tout ça. Quelle est la place de la Grèce là-dedans? Eh bien, la place de la Grèce là-dedans est double. D'une part, elle fait le gendarme, c'est le poste frontière de l'Europe, donc elle est là pour être le gendarme de l'Europe. Alors, la vision, l'idée la plus claire de ça, si vous voulez, c'est la barrière qui a été érigée autour de la rivière Evros, autour de la partie, en réalité, de la rivière Evros, c'est la frontière entre la Turquie et la Grèce. Donc, c'est la frontière terrestre.
c'était la seule qui permettait d'avoir un accès depuis le déminage de la frontière à peu près dans des conditions de sécurité entre la Grèce et la Turquie. La décision a été prise par le gouvernement Samaras et le gouvernement Syriza non seulement n'a absolument rien fait pour mettre à bas cette barrière, mais les dernières déclarations d'Alexis Tsipras enlèvent tout espoir justement de suppression de cette barrière en disant que c'est seulement s'il y a un accord à un niveau européen que ceci pourra être fait. Le résultat, c'est que la dite voie maritime, c'est-à-dire toutes ces barques, justement, avec les gens qui se noient en essayant d'atteindre les îles grecques, sont le produit direct du fait qu'il n'y a pas d'accès dans des conditions minimales de sécurité par voie terrestre en Grèce, tout simplement. Et ça, c'est le gouvernement grec qui assume évidemment sa responsabilité, et il faut le placer devant sa responsabilité, mais il est là pour maintenir précisément l'ordre, servir d'avant-poste à ce régime européen des frontières dont je viens de parler. Et le deuxième aspect de cela, bien évidemment, ce qui est en train de se jouer maintenant entre les négociations qui impliquent notamment la Turquie, c'est de savoir dans quelle mesure la Grèce pourra ou ne pourra pas servir. Les choix, en gros, c'est de servir soit de zone de transit, ce qui est de facto ce qui est en train de se produire maintenant, ou bien si la Grèce deviendra un camp de rétention à ciel ouvert si les pays limitrophes non membres de l'espace Schengen et de l'Union européenne, notamment la Macédoine, ferment ce qui sert à l'heure actuelle de principale voie de pénétration de principale voie de passage pour les réfugiés en direction des pays du centre de l'Europe. Ce qui veut dire, si vous voulez, que cette impression qui existait jusqu'avant, qu'il y avait un régime de normalité, en réalité, est l'effet de ce que je viens de parler auparavant, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'invisibilisation qui a été produit par ce régime européen des frontières et qui fait que dans les pays du centre, la réalité qui a été vécue de façon beaucoup plus directe en Grèce, parce que bien évidemment les morts dans la Méditerranée, c'est pas récent, leur nombre a augmenté, mais c'est quelque chose qui ponctue de façon sinistre et macabre l'actualité depuis des décennies en réalité. Mais dans les pays du centre européen, on est protégé. On n'a qu'à gérer les aéroports, on gère uniquement les aéroports. Donc c'est un régime qui est à la fois un régime létal, un régime mortifère, c'est un régime illégalisant, c'est un régime qui produit, qui illégalise massivement, et c'est son but tout à fait explicite, les personnes qui essaient de rentrer en Europe ou qui parviennent par des moyens quelconques, et c'est évidemment un système qui est hiérarchisant, car non seulement il ne supprime pas, mais il démultiplie au contraire les frontières internes de l'Europe, quitte à les déplacer, mais en ne changeant en rien la logique extrêmement répressive qui inclut évidemment l'usage de la violence de façon constitutive de la frontière. Quelques mots maintenant sur le front interne de l'Europe, c'est-à-dire le front de la lutte des classes. Alors, je vais aller très vite, parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Quand on parle des politiques qui ont été appliquées à la Grèce, on utilise souvent le mot des politiques d'austérité. Évidemment, c'est juste, mais c'est aussi faux en partie. Car l'austérité, il y en a partout. L'austérité, il y en a en France aussi, avec François Hollande. Il y en a en Angleterre aussi, avec David Cameron. Aussi au nord de l'Europe, d'ailleurs. C'est la stratégie principale, c'est le choix politique des classes dominantes pour faire face à la crise capitaliste, tout particulièrement telle qu'elle se manifeste depuis 2008. Mais il y a une spécificité ici, comparable à celle dont je viens de parler auparavant pour le régime des frontières. Il y a un régime austéritaire d'exception qui a été appliqué à la Grèce et à la périphérie du sud de l'Europe. Ce régime d'exception est construit, quelque chose qui est construit et de plus en plus institutionnalisé autour de quelque chose qui est un signifiant, qui en Grèce d'ailleurs sert de signifiant pour nommer la période que ce pays vit depuis 5 ans, c'est les mémorandums. Que sont les mémorandums? Vous le savez, au cœur de la crise grecque et de la crise des pays, d'autres pays européens, se trouve le surendettement, se trouve le mécanisme de la dette. Bon. La Grèce est surendettée, le Portugal est surendetté, l'Irlande est surendettée, l'Espagne est devenue surendettée. Tous ces pays ont été soumis de façon un peu différenciée, en ce qui concerne l'Espagne, pour les 3 autres d'une façon assez uniforme, à ce régime d'exception.
Les mémorandums ne sont pas autre chose en réalité que les accords que les gouvernements de ces pays ont signés, en commençant par la Grèce, pour obtenir des prêts, parce qu'ils ne pouvaient plus en obtenir auprès des marchés, pour continuer à rembourser, à financer leur dette. Donc on s'est endetté pour rembourser la dette. Les mémorandums ne sont pas autre chose que la liste des conditions de cette dette. C'est des documents qui font des milliers de pages, à peu près 1 millier pour le document à proprement parler, plus des milliers de pages d'annexes. Ils ont été votés dans tous les cas par les parlements selon des procédures expresses entre 24 et 48 heures. Le troisième mémorandum, celui que Tsipras, le mémorandum honteux produit de la capitulation de Tsipras, a été voté par le gouvernement grec en 24 heures. Il y avait même une heure limite qui avait été fixée par l'Union européenne pour que, quand je dis en 24 heures, la discussion entre guillemets à proprement parler au Parlement a duré 7 heures. Pour un document qui fait 1000 pages et qui a été communiqué aux parlementaires la veille à 17 heures par email. Il en est de même pour les paquets d'austérité qui ont été votés depuis 2010. C'est le troisième mémorandum en date. Ils ont tous été votés en fonction des mêmes procédures expresses. Et ce n'est pas simplement du symbole. Ce qui est en jeu ici, c'est bien entendu le démantèlement de la souveraineté nationale et populaire. La logique de ces mémorandums, elle est connue. Ce n'est pas autre chose, si vous voulez, que les programmes d'ajustement structurel qui ont été auparavant appliqués dans les pays du Sud, sous les auspices du FMI. La seule originalité, c'est que c'est la première fois qu'ils sont appliqués à un pays européen de l'Ouest. Et pas simplement sous les auspices du FMI, mais de ce qu'on appelle la Troïka, c'est-à-dire de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et du FMI. Et maintenant, c'est devenu le quatuor, car le système de stabilité européen, le Fonds monétaire de stabilité, est devenu la quatrième instance qui supervise la mise en place de ces politiques. Leurs piliers sont partout les mêmes, c'est du coupé-collé, dans tous les cas. Politique de baisse brutale du coût du travail, c'est-à-dire des salaires, ce qu'on appelle la dévaluation interne, la dérégulation de masse, c'est-à-dire dérégulation du marché du travail, fin des protections sociales, fin de tout ce qui est considéré comme des rigidités à l'investissement et au mouvement du capital, coupe budgétaire drastique et privatisation massive. Le but, c'est de dégager des excédents budgétaires qui sont intégralement consacrés au remboursement de la dette et des gains de compétitivité pour assurer prétendument un redressement de l'économie. Les résultats, vous le savez, c'est un désastre sans précédent et pire même que celui qui est produit par une guerre. La Grèce a perdu plus d'un quart de sa richesse du PNB depuis 2010. Elle a un taux de chômage officiel qui est de 27%, de 55% pour les jeunes. Un tiers de la population a basculé en dessous du seuil de pauvreté, dans un pays où il faut s'imaginer qu'on vivait à peu près comme en France il y a 5 ans. Ce qui est original dans tout ça n'est pas simplement la violence de la dévastation qui a été produite, c'est le mécanisme qui lui permet de s'institutionnaliser. Ce mécanisme s'appuie sur la chose suivante, le mécanisme des mémorandums. La politique budgétaire est placée sous un pilotage automatique. Les 1000 pages des mémorandums prévoient mois par mois ce que le gouvernement s'engage à faire dans le cadre des 4 piliers que je viens de mentionner auparavant. Toutes les dépenses de toutes les lignes budgétaires, y compris de la moindre commune. Je vois ici mon camarade Patrice Leclerc. Mon camarade Patrice Leclerc, comme tous les maires de Grèce, est habitué au fait que, une fois par trimestre, des employés au service de la Troïka viennent regarder ses comptes, voir si effectivement ils respectent les dépenses qui sont faites dans le cadre précis. Et c'est valable pour tous les ministères. Donc tous les 3 mois se met en place le mécanisme des revues, reviews, évaluation si vous voulez. La Troïka envoie les fameux moments noirs à Athènes. Ils épluchent dans les ministères, dans les administrations locales, les comptes. Il y a des gens qui sont là placés de façon permanente, de toute façon, qui fournissent l'information à intervalles réguliers. La Troïka, c'est beaucoup mieux que le gouvernement grec, le moindre poste de dépense, en fait, de la moindre administration publique dans le pays. Et ça, c'est l'une des choses que le gouvernement Syriza a découvert quand il a pris ses fonctions. Oui. Et
ce n'est que si ces gens-là donnent un feu vert, c'est-à-dire ce n'est que si les objectifs, les engagements qui sont pris ont été tenus, que le feu vert est donné. Tranche à chaque fois des prêts qui sont accordés. Pas de feu vert, pas de versement. Pas de versement, faillite. Voilà donc quel est le mécanisme qui a été mis en place, mais avec le troisième mémorandum, celui de la gauche, même de la gauche radicale, on est allé beaucoup plus loin qu'avant. C'est un véritable démantèlement du cœur même de l'appareil d'État auquel on assiste. Regardez plutôt. Politique budgétaire, de toute façon, elle n'existe plus. Mais bon, politique monétaire, ce n'est même pas la peine d'en parler, c'est Francfort, à savoir le bazooka monétaire dès qu'il y a le moindre soupçon d'écart par rapport aux politiques qui sont suivies. Mais ce dernier mémorandum prévoit des choses beaucoup plus radicales. Le secrétariat des recettes, c'est-à-dire l'équivalent du trésor public, devient une instance indépendante dont le responsable est nommé par un conseil où la majorité des membres sont des représentants du Quatuor. Le processus de changement est en train de s'opérer maintenant. Et si vous voulez, vous pouvez même postuler la mise, ça a été placé sous concours, c'est disponible sur Internet. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui s'intéresse, il peut envoyer sa candidature pour être embauché en tant que directeur de cette agence indépendante. Un conseil de discipline fiscale est mis en place de 7 personnes, dont les 4 sont nommés directement par le Quatuor, qui peut décider de coupes fiscales à validité automatique, c'est des coupes dites horizontales, au moindre soupçon de déviance par rapport aux dépenses qui sont effectuées. La totalité des biens de l'État grec, à hauteur de 50 milliards, en réalité ce chiffre est totalement irréalisable, même si on mettait le moindre tapis de la moindre administration publique en Grèce, sont littéralement placés sous séquestre pour être privatisés par un fonds indépendant dont la majorité du conseil d'administration est nommée par le Quatuor et qui est totalement modelé sur la fameuse Treuhand, c'est-à-dire le mécanisme qui a liquidé la totalité des biens publics de l'ancienne République démocratique allemande. Enfin, grâce à la dernière vague de recapitalisation, l'ensemble du système qui est en train de se réaliser maintenant, aux dépens du contribuable grec, l'ensemble du système bancaire grec est en train de se placer sous le contrôle de ce mécanisme. Je conclue. Le mécanisme donc du surendettement et le régime austéritaire d'exception a instauré maintenant une nouvelle ligne de fracture à l'intérieur même de ceux qui, jusqu'avant la crise, faisaient partie de l'ensemble relativement homogène des pays relativement développés et relativement prospères de l'Europe de l'Ouest. La thérapie de choc a transformé donc le sud de l'Europe en laboratoire de ces politiques d'austérité. C'est un laboratoire qui joue, à mon avis, un rôle stratégique, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, sur la manière dont le consentement dans ces politiques est obtenu dans le reste du continent européen, à la fois d'un point de vue disciplinaire. Si vous essayez de rompre avec ces politiques, voyez ce qui va arriver à votre tour. C'est la leçon qui a été faite maintenant, mais aussi de façon plus positive pour dire que, vous savez, même si c'est dur en France ou en Angleterre ou ailleurs, ça ne sera jamais aussi dur que pour les Grecs, donc estimez-vous quand même content et heureux. Je pense que c'est par son incapacité de comprendre les mécanismes extrêmement puissants qui ont façonné ce nouvel espace hiérarchisé, polarisé, entièrement régi par des rapports de domination, entièrement placé en dehors de toute possibilité de contrôle populaire, y compris par les mécanismes de la démocratie représentative classique, que les forces de la gauche qui ont essayé d'impulser des ruptures, même partielles, avec ce double régime, aussi bien sur le front interne que sur les fronts externes, ont lamentablement échoué. Et je crois que c'est ça la leçon, je n'ai pas le temps bien sûr de développer maintenant, de ce qu'on a vécu en Grèce. Si on n'est pas disposé à aller jusqu'au bout dans une logique de confrontation et de rupture avec ces mécanismes, on est fatalement conduit vers la capitulation.
quand on est précisément dans la frontière de l'Europe, entre la confrontation et la capitulation, il n'y a pas de troisième possibilité. Je pense donc que si on veut se placer du point de vue d'une politique qui rompt avec la violence des politiques néolibérales et avec la violence mortifère des logiques impériales qui condamnent à une sous-vie, à une vie précaire, à une vie déshumanisée, voire même à la mort pure et simple des populations entières, aujourd'hui, c'est la confrontation avec l'ensemble de ce mécanisme dont la quintessence est la structure institutionnelle de l'Union européenne qu'il faut s'attacher. La destruction de l'Union européenne est la tâche prioritaire de la révolution de notre temps. Merci. Très clair, très déterminé de cette crise globale et de la réponse politique à apporter à cette crise globale. Roger, non, on continue sur le même ordre. Je passe maintenant la parole à Jeannette pour un exposé sur cette fois-ci un regard cubain sur cette situation. Oui, avant de parler du regard cubain, plutôt, je ne savais pas très bien sur quoi on allait faire porter la discussion, à vrai dire, parce que ce n'était pas très clair dans les ordres du jour qu'on nous a envoyés. Et donc, juste deux mots, avant de parler de Cuba, qui est loin de la Grèce et loin du continent européen, et avant de parler de la question nationale à Cuba, qui est une question absolument clé, je voulais juste dire deux mots, et finalement ça a un rapport vraiment avec ce que Stathis vient de raconter à propos de la Grèce, sur une interrogation qui me semble maintenant devoir être, sur laquelle il faut que nos réflexions portent de nouveau, et qui est justement quelle est la place de cette question nationale, quelle est la place de la nation, quelle est la place de l'État-nation dans la mondialisation. La première réflexion, et je serai bref par manque de temps, mais juste pour soulever quelques interrogations, vous savez qu'on a entendu des discours très idéologiques justement liés à la construction de l'Union européenne, aux modalités de cette construction, sur la fin des États-nations, le dépérissement de ces nations, et on a entendu ces pronostics depuis des années, des pronostics qui ont été illustrés par Hart et Negri, les auteurs de ce livre qui s'appelle Empire, également par philosophe Habermas, etc. Des pronostics, je vais le dire de manière très schématique, mais qui supposaient que finalement on puisse construire une démocratie transnationale, une démocratie post-nationale, des entités politiques nouvelles, si vous voulez, ce que parfois on a appelé, Habermas en particulier, un patriotisme constitutionnel, des entités politiques qui seraient désormais, dont les fondements seraient les droits de l'homme, l'état de droit, et qui n'auraient plus rien à voir avec ce qu'a été la construction de la nation historiquement, avec ses références, avec sa mémoire, avec sa culture, avec ses traditions, avec ses crimes aussi, bien sûr, avec ses massacres dans les colonies, avec l'expansion impérialiste de la part de ces nations dominantes et oppresseuses, bien sûr, mais donc un processus historique avec ses contradictions et ses zones d'ombre, ces zones de lumière, qu'on a tenté finalement d'escamoter et surtout qu'on a considéré comme en voie de disparition. Et ce que je crois, ce à quoi on assiste aujourd'hui, je crois, montre qu'en tous les cas, ce pronostic est démenti. Et que cet État, ces nations en tous les cas, persistent. Et elles sont même à l'origine, elles sont la cause du processus qu'on a connu, le processus de libération nationale, et qui ont été finalement incriminés, ça vous avez ça dans la radio, la télé, dans les médias,
accuser, vous entendez les discours sur le protectionnisme, le souverainisme, entre guillemets, ce sont ces nations qui seraient en fait l'incarnation d'un nationalisme ethnique et réactionnaire, d'un nationalisme évidemment qui a existé, qui existe, hein, qui est un nationalisme ethnique, ça c'est l'expression de Dobner, un autre sociologue, mais enfin, bon, mais il y a deux faces dans cette histoire parce que, évidemment, on ne peut pas considérer seulement c'est comme Janus, il y a un autre visage qui est aussi celui d'un nationalisme civique qui encourage et qui a encouragé et qui encourage encore des prises de conscience dont les luttes populaires, les luttes ouvrières témoignent. Donc je m'interroge en tous les cas beaucoup sur cela et sur le fait en plus que le marxisme a eu beaucoup de mal avec cette question nationale, l'internationalisme prolétarien étant opposé un certain nombre de fois. Justement, ça dépend des interprétations. Enfin, le marxisme a eu du mal à traiter cette question si vous regardez l'évolution du XXe siècle, les textes des théoriciens, etc. Donc, juste pour terminer sur cette espèce d'interrogation, je voudrais dire que ça me semble très important que nous reprenions cette réflexion aujourd'hui, parce qu'il y a une série de démarches politiques qui ont un rapport avec cela, et de démarches politiques qui sont en réalité profondément réactionnaires. Si vous regardez comment on a légitimé le droit d'ingérence, par exemple, ou comment les questions du libre-échange ont été traitées, comment l'accusation de protectionnisme, M. Strauss-Kahn, par exemple, a beaucoup utilisé cette accusation contre les mobilisations, contre ceux qui se mobilisaient contre les traités de libre-échange, contre comment l'accusation même de souverainisme a été utilisée. Donc il me semble qu'il faut revenir reprendre la réflexion sur ces questions au vu de ce qu'est devenue l'Union européenne par rapport aux espoirs qui ont pu être suscités au début, dont Statis vient de donner une illustration, et au vu de ce qu'est le processus de mondialisation aujourd'hui, qui est tout sauf un processus de véritable internationalisation internationaliste. Voilà. Alors, bon, pourquoi j'ai voulu commencer par cela? Parce que, là je vais parler un petit peu de Cuba pour faire 6 remarques rapides pour lancer un peu la discussion. La révolution cubaine est incompréhensible si on ne prend pas en compte le fait que la question nationale est au centre de cette révolution et que sans cette question, si cette question nationale n'avait pas été aussi brûlante depuis plus d'un siècle et demi, cette révolution n'aurait pas eu lieu. Cette révolution n'aurait pas eu lieu et c'est un combat centenaire, et vous allez voir, je terminerai là-dessus, qui n'est pas terminé, qu'on a cru terminer, que la conquête de cette indépendance et de cette souveraineté. Alors, pourquoi je dis là que cette question nationale est au centre de cette révolution et que sans cette question nationale, sans la mobilisation autour de cette question nationale, il n'y aurait pas eu de révolution cubaine? Parce que la révolution cubaine est une anomalie géopolitique. Une anomalie géopolitique, pourquoi? Écoutez, prenez une carte et regardez une petite île, c'est une île, vous savez, à 150 km des côtes américaines, qui se situe dans le périmètre, dans ce qu'on appelle le périmètre de sécurité des États-Unis, qui est dans l'arrière-cour, pour prendre une autre expression, hein, dans la Méditerranée américaine, pour prendre la caractérisation de vol, enfin, donc qui est aux portes des États-Unis et qui est considéré comme, d'un point de vue géopolitique, vital pour la sécurité, pour le dire autrement, pour la sécurité nord-américaine. Et donc, en Amérique latine, au 19e, enfin, surtout au 20e siècle, Cuba, dans les discussions, j'ai encore lu certains comptes rendus de réunions avant la révolution cubaine, on avait une expression pour parler de Cuba qu'on mettait à l'écart de tout processus révolutionnaire possible. On disait parce qu'il y a le fatalisme géographique.
Et le fatalisme géographique, un vocabulaire qui était utilisé notamment par les partis communistes, mais pas seulement par eux, le fatalisme géographique, c'était ça. Donc l'idée qu'une révolution puisse avoir lieu, alors je vous dis en plus, à l'époque, 6 millions d'habitants à Cuba, et on exporte quoi? Du café, du sucre et du tabac, à peu près, hein, peu de choses près. Et en plus, le sucre qu'on exporte est exporté aux États-Unis à hauteur de 80%, 85%, et le prix de ce sucre brut, non raffiné, exporté aux États-Unis, est fixé chaque année par le Congrès américain. C'est vous dire qu'on est effectivement dans un contexte là extrêmement particulier, donc un pays qui pratiquement n'a que très peu de ressources, et qui est un pays qui est dans les manuels d'histoire cubains. Quand on parle de cette période du XXe siècle, de la première moitié du XXe siècle, on parle, donc, juste parenthèse, Cuba est formellement indépendant en 1902. C'est une indépendance tardive. Hein. La grande majorité, la presque totalité des États latino-américains ont conquis leur indépendance à l'égard de l'Espagne au début du XIXe siècle. Au début du XIXe. Cuba n'est indépendant qu'au début du XXe, un siècle plus tard. Donc c'est une question importante, une indépendance qui arrive tard, mais après deux guerres d'indépendance qui sont probablement, on peut discuter avec le Mexique, mais probablement parmi les guerres d'indépendance les plus dures, les plus coûteuses en hommes, en victimes, etc. de l'Amérique latine. Donc deux guerres d'indépendance qui sont des guerres d'indépendance absolument fondatrices contre l'Espagne et des guerres d'indépendance qui finalement, au début du XXe siècle, ont débouché sur une indépendance, mais qui est une indépendance capturée, une indépendance dont les États-Unis s'emparent pour la dévoyer. Et donc, finalement, Cuba va être indépendant pendant un demi-siècle. En 1902-1950, vous pouvez dire, indépendant avec des guillemets, 1902 à 1959, de la victoire castriste, mais un demi-siècle de république, des dictatures, et les Cubains ont dans leur manuel une expression très jolie, qui n'est pas facile à traduire en français. Ils disent la République médiatisée, je traduirais par la République croupion. C'est une République tellement croupion, tellement diminuée, que dans le dictionnaire Larousse de 1924, Cuba, donc après, alors que Cuba est indépendant depuis 1902, Cuba est présenté comme une colonie américaine, dans le Larousse de 1924. C'est vous dire comment cette indépendance, soi-disant indépendance cubaine vécue, c'est une véritable néocolonie, dont je n'ai pas le temps de détailler les caractéristiques, caractérisées par la corruption, les mafias, les dictatures, etc. Un État dont on pourrait dire, jusqu'à la dictature de Batista, qui va être renversée par Fidel Castro et Guevara, dont on pourrait dire qu'il n'est pas loin de correspondre à la définition donnée à Engels d'une bande d'hommes armés. C'est presque ça, mais c'est vrai aussi pour d'autres États d'Amérique centrale. Donc, une république croupion, et en 1950, et qui est vécue pendant un demi-siècle, une indépendance, donc, qui est vécue par des catégories assez larges quand même de la population, comme une trahison des idéaux nationaux qui avaient fait l'objet des deux guerres d'indépendance précédentes. 1952, dictature de Batista, ça je vais très très vite, vous connaissez un peu guerre de guérilla à Cuba qui va se traduire par la victoire donc, de Fidel Castro, lutte armée, la victoire de Fidel Castro et de Che Guevara, mais je vais vous dire, il y a, et là même la direction cubaine porte une responsabilité, il y a une grille de lecture de ce processus révolutionnaire qui est fausse. C'est pas d'abord une guérilla avec des barbus, leurs colliers de perles, etc., qui ont finalement vaincu la dictature. C'est un mouvement civique national d'une profondeur, d'une radicalité qu'on n'a jamais rarement vu. Je pense qu'il n'y a eu ni en Union soviétique, ni même en Chine, je crois, on peut discuter pour le Vietnam, un mouvement civique national de l'ampleur de celui qu'a connu Cuba. Et qui fait que, quand en 1959, porté par ce mouvement civique national,
La lutte armée, la guérilla, joue un peu le rôle de ce que le président Mao appelait l'étincelle qui met le feu à la plaine, joue le rôle de déclencheur et permet effectivement la victoire sur cette dictature de Batista. Ce mouvement civique national, cette révolution est appuyée, tout le monde est d'accord, les Américains aussi, ce qui explique d'ailleurs aussi leurs graves erreurs, par à peu près 80 ou 90% de la population à l'époque, en 59. C'est un mouvement d'une ampleur absolument, un mouvement social, national, d'une ampleur exceptionnelle. Et ce mouvement national, je tiens à le signaler, avant de parler des 3 derniers points, pour aller vite, ce mouvement national a en plus une caractéristique très spécifique, pas seulement à Cuba, je dirais, mais au mouvement révolutionnaire latino-américain. C'est un mouvement national internationaliste. C'est un mouvement national dont beaucoup de dirigeants, à commencer par Guevara, par le Che, mais pas seulement, et c'était vrai pour les guerres d'indépendance, ne sont pas seulement cubains. Che Guevara était argentin, comme vous le savez, mais pendant les guerres d'indépendance, d'une part pendant les guerres d'indépendance, parmi les principaux dirigeants de la lutte armée pour l'indépendance, il y avait des latino-américains, des dominicains, bon, il y a eu des haïtiens, il y a eu toutes sortes de latino-américains qui ont été des parties prenantes de ce combat, et dans la guérilla de Fidel Castro, non seulement le Che, mais vous avez de nombreux latino-américains qui rejoignent ce combat. Ça, c'est très important parce que je pense que c'est assez rare pour le souligner, et ça a toujours été présent à Cuba. Et si j'ai le temps, j'en dirai quelques mots aujourd'hui, mais ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, un mouvement civique national, une victoire révolutionnaire, qui, donc, vous le comprenez, se fait en dépit de contraintes géopolitiques majeures. Dans un pays dont il suffit de voir d'ailleurs tout ce qui s'est passé depuis, dont on se dit comment a-t-il survécu. Et en 1959-1960, aujourd'hui les Cubains les plus, la gauche cubaine, parce qu'il y a une gauche cubaine, le disent, bon, si nous l'avons survécu, c'est parce qu'à ce moment-là, en pleine guerre froide, nous avons bénéficié de l'aide de l'Union soviétique. L'aide de l'Union soviétique, je le dis tout de suite pour pas qu'il y ait malentendu, et parce qu'on n'a pas le temps de discuter de ça, ça a été à la fois une condition de la survie, une bouée de sauvetage et un nœud coulant autour de la révolution. Ça a été les deux choses à la fois. Mais ces deux choses à la fois, au début, en 1959-60, quand les États-Unis coupent les vivres à ce pays, imaginez ce que c'est qu'un pays, 80-85% dont les exportations et les importations dépendent d'un seul marché, le marché américain. Et un historien cubain célèbre a toujours dit, à cette époque, le problème terrible de Cuba, c'est que nous avions un seul débouché pour le sucre, 85% des exportations, et un seul débouché pour nos importations, donc pour les exportations et pour nos importations de pétrole, les États-Unis. Donc quelque chose qui est évidemment, vous comprenez bien, un étranglement. Quand tout cela s'effondre, parce que tout cela s'effondre, pratiquement 59 et 60, quand tout cela s'effondre, à qui Cuba peut-il acheter du pétrole? À qui Cuba peut-il vendre son sucre? Pas à l'Union européenne, qui en a plus qu'il n'en faut, pas non plus à l'époque à la Chine, on vend le sucre à l'Union soviétique et grâce à Dieu, on achète en échange, on paye ce sucre, on paye le sucre, on paye le pétrole, pardon, avec ce sucre. On exporte le sucre en URSS et en échange on reçoit le pétrole. Je passe tout de suite, donc contrainte, c'est ma quatrième remarque, contrainte géopolitique exceptionnelle, à la fois bruit de sauvetage, cette Union soviétique, et nœud coulant autour de la révolution. Et ces deux choses-là expliquent aussi comment Fidel Castro, avec des méthodes dont on peut discuter un certain nombre de fois et des conceptions politiques tout aussi discutables, mais comment c'est un grand stratège, il réussit par le jeu des rapports de force à préserver pendant des années, jusqu'en 1989-90, à préserver la survie du pays. Et vous imaginez dans des contraintes absolument terribles. Cinquième remarque,
1989, 1990, 1991, nouvelle séquence terrible, l'URSS s'effondre, et il y a une certaine symétrie entre la situation dans laquelle se trouve ce pays à ce moment-là et celle qu'il a connue en 59-60. Parce qu'entre 59-60 et 1989, 90, 91, fin de l'Union soviétique, toute l'économie du pays s'est reconstruite dans de mauvaises conditions, mais là aussi, de nouveau, en dépendant très largement de l'Union soviétique. Or, je peux vous dire, c'est juste un élément pour la réflexion, à ce moment-là, en l'espace d'un an, c'est la rupture qui a été effectuée par Moscou à l'égard de ce tout petit pays est quelque chose d'absolument inimaginable. Je pense que ça ressemble, la seule comparaison qui me vient à l'esprit, c'est Tito, la Yougoslavie, mais on a littéralement, ils auraient dû s'effondrer une nouvelle fois à ce moment-là, parce qu'une nouvelle fois, le problème de la survie est posé. Et ce qui est inexplicable si on ne prend pas en compte la profondeur de sentiment national, de dignité nationale qu'il y a dans ce pays, c'est inexplicable qu'ils aient survécu une deuxième fois, une nouvelle fois à cette situation. Et si on pourrait même dire que c'est la troisième fois en un siècle, parce qu'après les guerres d'indépendance, la fin des guerres d'indépendance 1998, la fin du 19e siècle, ils auraient dû aussi, et en partie ils se sont effondrés, mais donc de nouveau, il y a un sursaut, une résistance dans des conditions épouvantables. Vous n'imaginez pas dans quelles conditions, à partir de 1990, ce qu'on a appelé, ce que à Cuba la période spéciale en temps de paix, comment ce peuple a résisté. Je vous assure que c'est très difficile de se rendre compte dans quelles difficultés ils ont été et comment, en dépit de conditions extrêmement dures, ils ont pu réussir à finalement quand même faire en sorte que, contrairement à ce qu'on disait à Miami à l'époque, contrairement à ce que disaient les exilés à Miami qui criaient l'an prochain, non pas à Jérusalem, mais l'an prochain à La Havane, eh ben, ils n'ont pas été l'an prochain à La Havane. Comme vous le savez, pour le moment, donc ils ne sont toujours pas revenus non plus. Donc, et ça ne s'explique que par la force de ce sentiment national qui a été un sentiment tellement bafoué. Il y a une telle humiliation dans ce peuple ressenti au cours des décennies, une telle résistance qui a toujours été aussi accompagnée d'une résistance sociale, parce qu'il y a eu des conquêtes sociales, que cela évidemment est un élément important de la réflexion. En même temps, et j'ai plus dans 5 minutes je termine, en même temps que toujours, et ça c'est ce sentiment national a pu se nourrir de la solidarité latino-américaine. C'est-à-dire que vous avez là un exemple, je vais en dire 2 mots, pour terminer sur l'Amérique latine, par rapport même à l'Union européenne, il y a un exemple de nationalisme internationaliste, si vous voulez, qui n'a rien à voir avec le chauvinisme, et qu'on retrouve, et en Amérique latine, on retrouve ça, c'est quelque chose de très important, parce que Bolivar, parce que les principaux dirigeants des guerres d'indépendance latino-américaine se sont toujours vécus comme latino-américains d'abord. Donc le Che n'est pas non plus, Guevara n'est pas non plus une exception. Donc, on est dans cette situation de crise, mais en même temps avec un espoir, avant-dernier point, et un élément de résistance qui va venir d'où? Qui va venir du Venezuela. Qui va venir du Venezuela avec l'élection de Hugo Chavez. Et j'ai plus que je termine bientôt, mais l'élection de Hugo Chavez est quelque chose qui, une fois de plus, est mal compris ici, où Chavez et Venezuela, ça n'est pas un paradigme du socialisme. Et aucun d'ailleurs des processus en cours en Amérique latine qui maintenant connaissent beaucoup de difficultés, que ce soit en Bolivie, que ce soit encore au Brésil, mais que ce soit à l'Équateur, au Venezuela, le Nicaragua ne représente ni le paradigme socialiste, on est loin de ça. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, ce que Chavez a fait du point de vue d'une politique internationaliste, et dans un pays, le Venezuela, qui là aussi, où il a éveillé dans les catégories les plus pauvres de la population
à la fois des éléments de solidarité sociale très importants et aussi national, un sentiment d'internationalisme qui a été nourri, qui s'est nourri du côté cubain, du côté vénézuélien, et qui fait qu'il a fait une chose qui est tout à fait exceptionnelle, c'est livrer du pétrole, non seulement à Cuba, mais aux petits pays et aux petits États d'Amérique centrale, à des conditions absolument exceptionnelles en termes de délai, en termes de prix, etc. Et c'est, alors évidemment pour Cuba encore plus, c'est cette décision qui, à partir du moment 1998 et 2000, où il est élu, permet, alors qu'on est étranglé par la crise de nouveau à Cuba, permet de nouveau à Cuba de survivre. Permet à nouveau à Cuba de survivre et de repartir dans des conditions qui sont des conditions malgré tout de plus en plus difficiles. Et je termine. Donc, c'est, si vous voulez, là, la première décennie du XXIe siècle en Amérique latine, qui se caractérise par l'émergence, après une période où on a connu, Statis en parlait, des plans d'ajustement structurel en Argentine et ailleurs, qui est à peu près comparable à ce que la Grèce est en train de subir, les révoltes qui ont succédé à ce qu'on a appelé le consensus de Washington, donc une période de libéralisation économique sauvage, les révoltes ont porté au pouvoir, vous le savez, des présidents, alors, Morales en Bolivie, Rafael Correa en Équateur, etc., Chavez. On a des pouvoirs issus de révoltes populaires, ça c'est important, qui se sont livrés, qui ont mis en œuvre des processus de démocratisation très importants également, qui en même temps ont permis des conquêtes sociales toujours très importantes, mais le processus général est un processus de modernisation économique dans un cadre d'économie de marché. C'est de ça. Bon, donc ça pose un tas de questions dont on ne va pas parler maintenant, mais ce processus qui est aujourd'hui connaît de nouveau des difficultés pose une grande question, et je vais terminer là-dessus, une grande question qui est quelle stratégie de développement, quel modèle de développement on peut avoir dans des pays, et en particulier pour Cuba. Parce que ce qui a permis à Cuba de gagner une première décennie de survie au XXIe siècle est en train de rencontrer de grandes difficultés. Le 6 décembre, on va voir ce que donnent les élections au Venezuela, qui s'annoncent pas forcément très bien. Les autres pays, les autres gouvernants latino-américains connaissent aussi, avec la chute des prix des matières premières, des difficultés importantes. Et je répète, ils sont restés, parce qu'ils sont restés dans une économie de marché en bénéficiant des prix de matières premières qui, pendant une quinzaine d'années, ont été très élevés, mais qui n'ont pas changé leur modèle de développement. Les conséquences pour Cuba, c'est la fin, conséquence qu'on entre de nouveau dans une période difficile. Bon, Raúl Castro, comme vous le savez, a engagé un processus de normalisation diplomatique avec Barack Obama. On est en 2015. Dans 2018, il ne sera plus président, il n'y aura plus de Castro au pouvoir. La légitimité nationale de cette révolution, qui a été incarnée par sa direction jusqu'à maintenant, va se reposer de manière très différente. On avait une légitimité révolutionnaire longue sur une période de plus d'un demi-siècle, et il va falloir passer à une légalité institutionnelle, et ça va être très compliqué. Tout ça coïncide avec la normalisation diplomatique avec les États-Unis, donc vous imaginez qu'elle n'est pas une gentillesse de la part du gouvernement américain, et donc un bras de fer qui est déjà entre les deux gouvernements qui est déjà en œuvre. Autrement dit, l'indépendance, la souveraineté nationale cubaine, qui explique que ce petit pays est tenu si longtemps, lutté si longtemps, et qui est le socle de son combat, de nouveau menacé de grandes questions, donc en interrogation sur la Merci
beaucoup pour cette mise en perspective historique tout à fait précieuse qui, je pense, amènera pas mal de discussions parce que les points de comparaison avec la Grèce, avec ce qui s'est passé et surtout avec ce qui ne se passe pas, peut être vraiment éclairante. Je passe maintenant la parole. D'abord, je voudrais m'excuser parce que à 6h30, je dois participer à un débat sur votre radio locale, donc je devrais quitter la salle sans participer à la discussion. On m'avait dit 4h, 16h30, 18h30, bon voilà, ça ne s'est pas passé exactement comme ça, donc je vous demande d'abord de m'en excuser. Alors je vais directement dans le sujet à partir un peu de ce que nous a dit tout à l'heure Jeannette, avec lequel j'aurai un avis un peu différent. Vous allez voir, même si nous pouvons converger sur beaucoup d'aspects. Alors, je vais directement donc au cœur du sujet. C'est vrai qu'il y a 30 ans, on aurait dit que la nation s'est terminée, c'est une histoire terminée. Et que l'on allait passer de l'ère du national, effectivement, au post-national, au supranational. Le temps des nations, des États-nations, donc, était irrémédiablement clos, disait-on. Depuis, j'allais dire, de l'eau a coulé sous les ponts, et notamment, ce qui s'est passé, c'est que le supranational a montré plus que ses limites. La mondialisation capitaliste déchire, au lieu de rapprocher les hommes, elle les écarte, elle les sépare, elle les oppose. Les institutions supranationales sont en panne. L'ONU n'est même plus le machin dont parlait le général de Gaulle. L'ONU a disparu des radars, a disparu de la scène publique. Quant à l'Union européenne, pas besoin ici de vous faire un long exposé. De ce point de vue, Statis nous a dit évidemment énormément de choses. Pas besoin de faire un long exposé sur le désastre que constitue cette Union européenne. Et donc, à partir de là, le supranational étant en panne, négatif ou calamiteux, l'idée revient que peut-être faut-il faire repartir un peu la mécanique du côté des nations. Et cela se dit, y compris à gauche. Par exemple, un homme comme Frédéric Lordon, qui est un penseur radical, un homme d'une très grande envergure, passionnante, explique dans un de ses ouvrages récents, qui s'appelle La Malfaçon, il dit textuellement, il dit le cosmopolitisme c'est sympathique, mais c'est inefficace.